Bonjour. Tout d'abord, je tiens à mentionner le fait que j'ai commencé le montage de ce podcast lors de la sortie de la très bonne vidéo sur le même thème de la chaîne Nota Bene. Le sujet que j'aborde est bien évidemment le dragon, comme vous l'avez vu dans le titre. La vidéo risque de comporter des informations et des sous-sujets différents de Nota Bene. Et si vous n'avez pas encore vu sa vidéo, je vous invite à la visionner pour en apprendre plus sur la créature légendaire. Chose inexplicable, expliquée. Dans les cultures du monde entier, nous pouvons retrouver des créatures semblables à de grands serpents, avec ou sans pattes, qui volent ou non, et qui ont des pouvoirs magiques. Ou encore qui peuvent cracher du feu et voler. La question c'est pourquoi ces créatures sont-elles présentes dans les mythes si leur existence reste non prouvée à ce jour? Comment se fait-il qu'ils soient évoqués dans des témoignages, des récits, des romans et des peintures du monde entier, ainsi qu'en Asie, en Amérique, en Europe de l'Est, en Europe centrale, bref partout, les différentes formes de dragons ainsi que leurs origines. Des dragons chinois comme on peut en voir dans les carnavals, tels que Smaug dans Les Seigneurs des Anneaux, qui sont souvent représentés avec des ailes et un trésor qu'ils protègent. Des dragons de la mythologie grecque, tels que les chimères ou encore l'hydre. Chez les Amérindiens, il y a le serpent nuage, l'oiseau Piasa. Chez les dieux égyptiens, il y a Apophis, représenté la majeure partie du temps avec un corps de serpent et dans les écrits décrit comme un dragon. Chez les Nordiques, les Vikings, les peuples saxons ainsi que germaniques, il y a une multitude de dragons, ainsi que le serpent monde. Ce qu'il est important de mentionner, c'est que même si certains peuples mentionnaient ces créatures dans leur culture, certaines de ces civilisations ne se sont jamais rencontrées et n'ont donc jamais vraiment pu s'inspirer de la culture de leurs peuples voisins. Mais alors, comment ces créatures ont pu être aussi universellement populaires ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Il y a plusieurs explications possibles à ce phénomène inexpliqué. Tout d'abord, mettez-vous en tête qu'il n'y a pas de réel premier peuple à avoir abordé le dragon dans sa culture si ce n'est la Mongolie. Les peuples à en avoir parlé après eux sont donc illégitimes dans la première place du First Classman Discoverer of Dragon. On a retrouvé une représentation de dragon fabriquée à base de coquillages dans une tombe en Mongolie, celle-ci datant du néolithique, soit 8000 ans avant Jésus-Christ. La Mongolie était un peuple nomade, autrement dit un peuple qui se baladait, soit à pied, soit à cheval. Ce peuple a donc certainement rencontré d'autres civilisations et leur transmettre leur mythe du dragon. Le dragon apparaît dans des textes chinois en 206 avant Jésus-Christ. Pour ce qui est de l'Inde, il y a le dragon Naga de l'hindouisme en -1000. Le mythe a continué de se répandre de l'Inde vers la Grèce par la conquête d'Alexandre le Grand en 500 avant Jésus-Christ. Cependant, les Grecs ont pu également être influencés par les Égyptiens, dont la mythologie comportait des créatures similaires aux dragons, telles que Apophis, au corps de serpent. Cette représentation a d'ailleurs pratiquement été copiée par les Grecs. Ensuite, je vous le donne en mille. Qui a littéralement copié-collé la mythologie grecque ? Eh bien les Romains. Et oui, les Romains ont une culture mythologique extrêmement semblable aux Grecs. L'Empire romain a donc installé dans sa culture le dragon. Voilà, le dragon est donc installé en Europe romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ, soit par la conquête, soit par les marchands qui sont, rappelons-le, les premiers racoleurs d'histoire de l'histoire. Ça fait 2 fois histoire. Mais ça faisait 2 fois chacun. Et ou par le fameux copier-coller. Dans le nord, les Saxons, les Germaniques et les Vikings sont relativement en contact par des guerres, des trajets commerciaux, et leurs mythes sont plutôt semblables. Chez les Vikings, un énorme serpent qui entoure littéralement le monde, Jormungand. Grande ressemblance avec le dragon, bien qu'il ne soit pas terrestre mais bien marin. Dans les mythologies nordiques, on peut retrouver aussi des dragons tels que Fafnir, des créatures avec des ailes qui trônaient au pied d'Yggdrasil. Les peuples du nord ont rencontré l'Empire romain ainsi que les Mongols et les peuples aux alentours du Kazakhstan, tels que l'Inde, déjà touchés à l'époque par les histoires de dragons. On les retrouve dans des mythes catholiques, tels que Saint Michel qui terrasse le dragon, ainsi que Saint Georges qui terrasse le dragon. Pas très original. C'est nul! Mais ceci se passant au IVe siècle, et à partir de ce moment, on est parti sur la popularisation du dragon par le catholicisme. On en parle aussi dans d'autres textes et romans datant du 9e siècle, tels que Tristan et Iseut, où l'on retrouve Tristan terrassant un dragon. Voilà, le dragon est à présent dans les mythes et légendes du monde entier. Après cela, les amateurs de récits fantastiques se sont fait vraiment plaisir. Au 19e siècle, un dragon apparaît dans l'œuvre de Tolkien. Le romancier auteur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit a remis le dragon au goût du jour, ce qui a renouvelé la popularité de la bête. Je parle bien évidemment de Smaug, Mais attends Dio, tu ne nous as pas parlé du dragon présent dans les cultures précolombiennes. Calme-toi, wesh, ma gueule, wesh, calme-toi, wesh. En Amérique, avant l'arrivée des colons, il y avait effectivement des créatures ressemblant à des dragons, tels que le serpent ailé et l'oiseau Piasa. Comment ces peuples ont pu avoir en tête d'imaginer ou de voir, qui sait, des créatures pareilles?
La théorie selon laquelle les Vikings auraient débarqué en Amérique avant Christophe Colomb et leur auraient transmis l'idée d'une bête pareille tombe à l'eau, car les Vikings ont découvert l'Amérique aux alentours de 1000 après Jésus-Christ. Alors que, rappelons-le, les créatures des Amérindiens sont datées entre moins 2500 et moins 500. Si les Vikings n'ont pas influencé les Amérindiens sur le mythe du dragon, l'inverse a pu se produire. Les Vikings ont pu se baser sur les légendes du serpent ailé amérindien pour inventer leur propre dragon. Mais alors comment les Amérindiens ont-ils pu imaginer une créature aussi improbable qu'un serpent avec des ailes ou encore un volatile aussi atypique que l'oiseau piazza ? Tout d'abord, calmons-nous, l'oiseau piazza, c'est un oiseau, donc voilà, rien de particulier. Ensuite, le serpent ailé, comme dit dans les écrits, un serpent avec des ailes, donc une chimère, rien de bien extraordinaire. C'est un mix de plusieurs animaux bien réels, donc pas bien compliqué à imaginer, quoi. Moi, des fois, j'imagine un mélange entre un castor et un canard, et ça fait Perry l'ornithorynque, quoi. Voilà. C'est très bien tout ça, mais on en revient à la question de départ. Comment expliquer le dragon en moins 8000 en Mongolie ? À cette époque, la Terre est bien plus basse. La remontée d'ossements des dinosaures, ou la superposition d'ossements d'oiseaux et d'ossements de reptiles, ont pu mettre l'idée dans la tête des Mongols. De plus, les reptiles en Asie sont de gros lézards, des grenouilles ou des longs serpents. Il y a de fortes chances pour que les Mongols de cette époque aient dessiné un serpent ou un lézard bien épais, avec des coquillages, et voilà, on a notre dragon légendaire. Donc on fait un rapide récapitulatif, voilà. La Mongolie a été donc le premier touché par l'histoire de dragon. Ensuite les peuples adjacents, donc la Chine, l'Inde. L'Inde a été conquise par Alexandre le Grand. Pour ce qui est de la suite, la Grèce a reçu un copyright de l'Europe romaine. Ensuite, l'Europe romaine a été mise en contact avec les peuples du Nord, donc les Saxons, les Germaniques et les Vikings. Ceux-ci ont été mis en contact avec les peuples de l'Inde, les peuples adjacents tels que le Kazakhstan, mais aussi avec les peuples amérindiens. Ensuite, c'est le catholicisme qui va vraiment populariser le dragon, ainsi que les romans du 9e siècle comme Tristan et Iseult. Pour ce qui est de la fin, évidemment, il y a Tolkien qui va vraiment remettre au goût du jour le dragon avec notre ami Smaug. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si ça vous a plu, et n'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour voir d'autres vidéos du genre de la vulgarisation scientifique. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.